Je vais donc commencer par me présenter. Donc, je suis Maëlle Le Nagar, responsable du pôle social et paritaire à la Fédération des acteurs de la compétence, en charge de l'information et du conseil auprès de nos adhérents sur tout le volet juridique social. Également, j'accompagne notre délégation patronale dans toutes les négociations avec les partenaires sociaux pour la branche des organismes de formation et je co-anime le cercle de dirigeantes créé nouvellement par la Fédération, le réseau décisionnel. Aujourd'hui, nous rejoignent également Bénédicte Desprins et Julien Nègre, à qui je vais passer la parole afin de les laisser se présenter également. Vous y allez, Bénédicte, ou j'y vais? Je vous en prie, Julien, allez-y. Alors, donc, je m'appelle Julien Nègre, consultant au sein du cabinet Amnios depuis une dizaine d'années et qui travaille aussi depuis pas mal de temps sur le champ emploi-formation et j'ai eu la responsabilité de mener cette étude en Hauts-de-France dont je vais vous parler tout à l'heure. Je me présente, donc Bénédicte Desprins, je suis directrice des ressources humaines et sociales pour un centre de formation professionnelle et ce depuis une quinzaine d'années. Adhérent donc à la fédération patronale des acteurs de la compétence, anciennement FFP, on va encore l'utiliser un petit peu, et je suis présidente ou vice-présidente de la commission paritaire nationale emploi et formation, ainsi que en présidence de la SPP au sein d'ACTO, entre autres membres de la CPPNI, au sein de la branche des organismes de formation. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Donc, tout simplement, Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi parle cette étude, quel en était le contexte et quelles ont été les grandes étapes de cette démarche? Oui, alors je vais commencer par vous projeter le document. Normalement, ça doit fonctionner. Alors, pour récapituler, sur cette étude prospective, on était dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Transformation. C'est un projet qui avait été initié à l'époque par les acteurs de la compétence et le SINOPDES avec l'appui d'ACTO. Donc, c'était suite à la réforme de 2019 et pour accompagner les OF en Hauts-de-France. Il y avait vraiment une ambition de pouvoir avoir, dans le cadre d'un contrat d'études prospectives, d'identifier des mutations pour mieux calibrer l'action des acteurs par la suite. Alors, cette étude, elle avait vraiment pour objectif de donner des repères communs sur les mutations en cours et surtout leurs impacts en termes de compétences sur les différentes familles de métiers des organismes de formation. Donc, c'est ce qui a été fait. On a eu le privilège de commencer en mars 2020. Je ne sais pas si ça rappelle à tout le monde des souvenirs. C'était le début du premier confinement, la crise sanitaire, et évidemment une crise sanitaire qui a eu des impacts extrêmement importants. On pourra revenir dessus tout à l'heure par rapport aux pratiques en termes de digitalisation de l'offre de formation. On a mené cette étude en 3 temps, un temps vraiment important de panorama. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, donc il y avait à capitaliser là-dessus, des entretiens avec des experts, des sondages aussi, un sondage flash auprès des organismes de formation. Et puis après, beaucoup de construction de temps, de rencontres avec les organismes de formation, d'ateliers pour travailler avec eux les impacts, voir ce qui était prioritaire, la manière dont ça pouvait impacter les différentes familles de métiers, et voir aussi avec eux les enjeux et ce qui pouvait être mis en œuvre pour les relever. Donc on a terminé ces travaux en janvier 2021 à peu près. D'accord. Alors,
sur cette démarche qui a été lancée donc, en région Hauts-de-France, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les mutations qui ont été identifiées? Oui, alors on a bon, évidemment déjà des mutations importantes d'ordre réglementaire. Je vais l'apprendre à personne, hein. On était dans une période post-réforme avec des changements extrêmement importants. Alors on a indiqué quelques-uns, hein, mais beaucoup de choses qui se sont passées, notamment par rapport au financement, la libération du marché de l'apprentissage, la création de nouveaux dispositifs, le CPF, PROA, les nouvelles exigences en termes de qualité avec Calliope. On a eu aussi la reconnaissance de la formation en situation de travail, la formation en distance qui prend aussi un nouveau rôle. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées d'un point de vue réglementaire et qui impactent concrètement le marché de la formation. Des facteurs économiques et sociétaux qu'il ne faut pas non plus oublier, hein. On viendra dessus, mais il y a vraiment un changement de plus en plus marqué du rapport formateur-apprenant. Et puis aussi le développement d'une nouvelle concurrence, je reviendrai dessus tout à l'heure, et puis des évolutions techniques et numériques, hein. Mais là, quand on est là-dessus, le numérique évidemment qui touche l'ensemble des secteurs. Dans le secteur de la formation, il y a beaucoup de choses qui se sont placées. Il y a eu la diffusion d'outils qui ont bouleversé les pratiques, hein, tant dans la conception que dans l'animation des formations et derrière dans le modèle aussi économique des organismes de formation. Ce qui nous a fait identifier au final 8 grandes mutations et on a travaillé après sur chacune de ces mutations pour identifier les impacts qu'elles pouvaient avoir sur l'ensemble des familles de métiers des organismes de formation. Je vais revenir dessus en détail juste maintenant. Alors, déjà, ce qu'il y a à avoir en tête par rapport aux mutations qui ont été identifiées, hein, sur lesquelles on a travaillé par rapport aux impacts qu'elles pouvaient avoir sur les organismes de formation, c'était cette émergence d'une nouvelle concurrence. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais on a clairement aujourd'hui l'émergence de nouvelles entreprises qui étaient extérieures à la formation, avec le développement normalement de la formation à distance, hein, notamment des entreprises qui étaient positionnées sur les solutions numériques. Donc, on a vraiment un secteur qui est en plein bouleversement. Et puis, en dehors de cette nouvelle concurrence, un secteur aussi qui est en pleine mutation et ce qui remet un peu en question les marchés traditionnels sur lesquels étaient positionnés les organismes de formation, avec de nouveaux dispositifs qui représentent des opportunités, mais qui nécessitent aussi de pouvoir s'adapter et adapter les compétences pour pouvoir s'y positionner. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la montée en exigence des financeurs, hein, qui bouleverse un peu l'équation. Et finalement, aujourd'hui, on a vraiment un contexte global qui fait que les organismes de formation doivent se repositionner leur stratégie de manière relativement importante. On a évidemment tout ce qui est exigence en termes de qualité de certification. Bon, Calliope, qui est évidemment extrêmement important, hein, avec cette obligation de se faire certifier pour accéder à des marchés, mais il y a aussi tout ce qui est la certification de son offre de formation, hein, pour avoir accès au CPF, et dans un contexte vraiment de raréfaction des financements. Il y a pas mal d'organismes de formation qui ont ressenti une baisse très importante de leur chiffre d'affaires avec la fin des fonds mutualisés pour les entreprises de plus de 50, qui étaient parfois des gros clients pour beaucoup d'organismes de formation. Et derrière, c'est comment je me positionne, comment je réussis à trouver de nouvelles marges de manœuvre pour développer mon chiffre d'affaires et assurer du financement.
On a aussi tout ce qui est en lien avec un mouvement de fond du rapprochement de l'offre de formation aux besoins des entreprises, des individus. Là, il y a vraiment tout ce qui est en jeu d'individualisation des parcours de formation, hein, qui sont particulièrement demandés par les financeurs. À travers de nouveaux dispositifs comme la FEST. On a aussi le contrat de professionnalisation expérimentale. Là, on est vraiment sur l'adaptation de la formation sur le poste de travail, donc des choses extrêmement fines. Il y a tout ce qui est aussi fine, il y a tout ce qui est aussi modularisation en bloc de compétences. Hein. On a vraiment sur ce besoin de prise en compte de l'expérience antérieure, de raccourcissement des parcours de formation et d'adaptation aux besoins au plus précis. On a tout ce modèle-là qui se fait, mais en même temps aussi qui se fait dans un contexte contraint où le modèle économique de l'offre de formation n'est pas toujours forcément en adéquation avec ce besoin d'individualisation. Et avec des organismes de formation qui sont encore à la peine pour trouver des marges de manœuvre avec une offre de formation et des financements qui se font encore beaucoup au coût horaire et qui limitent parfois les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. Enfin, je reviendrai sur tout ce qui est sur cette slide, sur la désintermédiation de la formation. Et là, on a vraiment aussi une volonté, à travers cette réforme, d'aller sur le développement d'une logique B2C, donc d'aller vers le marché particulier. Et là, pour les organismes de formation, mais ça a des impacts aussi extrêmement importants. Parler aux particuliers, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ça pose une question de visibilité. De stratégie commerciale, de marketing, d'investissement financier important, de renouvellement aussi des compétences pour pouvoir le faire. Ça pose des questions de comment je capte les besoins des publics, comment j'adapte mieux mon offre de formation par rapport aux besoins de ces publics particuliers. Et puis derrière aussi, ça pose la question de la vente tout simplement et de la gestion notamment d'une offre de formation qui peut être dématérialisée, tout comme la relation client. Donc vraiment un bouleversement important posé par cette émergence, cette volonté en tout cas de rendre plus important cette part du marché particulier dans le marché de la formation. Comme autre mutation, ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est ce changement de fond du rapport apprenant-formateur. Forcément, quand on se positionne du point de vue organisme de formation, mais encore plus du point de vue des formateurs, ce changement du rapport apprenant-formateur pose énormément de questions. Il y a un changement de pratique. On est vraiment vers une autonomisation de l'apprenant et vers un formateur qui dispense moins à savoir. Il n'accompagne l'apprenant dans sa progression pédagogique. Et là, pareil, des changements qui sont impulsés, qui sont parfois extrêmement profonds, qui remettent en question des pratiques parfois anciennes. Un sujet qui est une mutation qui a été particulièrement mise en avant, c'est avec la crise sanitaire, avec aussi ce qui s'est passé dernièrement avec le Haut Commissariat aux compétences. C'est tout ce qui est l'intégration des outils de conception digitale dans l'ingénierie de formation. Là, on a vraiment une tendance de fond. Ça répond à des exigences de la part des financeurs, hein, cette intégration du digital. Il y a aujourd'hui une attente forte, voire une injonction à introduire cette digitalisation. Et ça nécessite beaucoup de choses. Pour un organisme de formation, ça nécessite de penser sa stratégie digitale, ça nécessite de mettre à niveau l'ensemble des équipes sur le sujet, de définir aussi, au-delà de cette stratégie, les outils que j'utilise, mes besoins, comment je commence ce process-là, jusqu'où je forme, jusqu'où j'accompagne, est-ce que j'ai besoin de ressources externes ou pas, quelque chose d'extrêmement important. Il y a aussi, évidemment, quand on parle de digital, l'autre pan dont on parle un peu moins, là je centrais sur ingénierie de formation notamment, mais il y a tout ce qui relève de l'optimisation du fonctionnement de l'activité, c'est en gros comment les solutions numériques impactent aussi tout ce qui est gestion administrative, financière, suivi des formations. Et là, pareil, on a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui sont extrêmement importantes hein, dans la manière dont les organismes de formation demain peuvent optimiser leur activité et réfléchir par rapport à des solutions numériques qui sont
adaptées qui leur permettent de gagner du temps hein, sur une gestion qui peut quand même être extrêmement lourde. D'ailleurs, c'est souvent mis en avant hein, par les organismes de formation. Et enfin, cette possibilité de se positionner par l'apprentissage, on le retient en tant que tel parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en lien avec la réforme, le changement des financements, cette libéralisation et cette possibilité pour les organismes de formation de se positionner sur l'apprentissage. Et ça, derrière, beaucoup ont franchi le pas, mais ça pose des questions importantes en termes de positionnement et d'évolution des compétences. Il y a de nouvelles obligations, enfin des obligations qui sont posées aux organismes au CFA, et donc aux organismes de formation qui se positionnent sur l'apprentissage, qui sont importantes et qui nécessitent parfois de nouvelles postures, de nouvelles compétences, voire de nouveaux postes en lien, par exemple, avec l'accompagnement l'accompagnement social, notamment des apprentis, qui n'est pas toujours forcément évident et qui sont des compétences aussi parfois à développer pour les gens des formations qui n'avaient pas l'habitude de se positionner sur ce type de public. Donc voilà ce petit tour d'horizon des mutations. Sur ces mutations, Julien, est-ce que, selon vous, il y en a une plus importante qu'une autre, une qui se dégageait vraiment nettement par rapport à celle que vous avez pu observer sur le secteur? Évidemment, l'intégration du digital, c'est quelque chose qui se pose, qui est particulièrement impactant dans un contexte où on a été en pleine crise sanitaire, dans un contexte où on a une forte demande de la part des financeurs à digitaliser l'offre de formation. Donc, on ne peut pas ne pas la relever. Après, elles font un peu tout ce système, ces mutations. Elles ont tendance à impliquer quand même de manière importante l'organisme de formation, mais oui, je retiendrai vraiment celle-là mettre en avant. Merci. Toutes ces mutations, elles ont forcément eu des impacts. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner effectivement une idée de quels impacts ont eu ces mutations? Oui, on a travaillé sur les impacts métiers. La démarche, c'était vraiment de pouvoir raccrocher à ces mutations, pouvoir un peu les qualifier, savoir si on était sur du court, du moyen terme, et voir après de quelle manière ces mutations pouvaient impacter les différentes familles de métiers. Le but de la démarche, c'était vraiment de voir les compétences qui pouvaient être en émergence dans les grandes familles de métiers des organismes de formation. Alors, sachant que les organismes de formation, évidemment, ne sont pas structurés tous de la même manière. Dans les plus petits organismes de formation, on a beaucoup de polyvalence, hein, notamment sur la conception de la formation. On n'a pas forcément toujours des métiers proprement liés à l'ingénierie de la formation. On peut aussi avoir des formateurs, évidemment, qui y sont fortement impliqués. En tout cas, on a essayé d'identifier la manière dont ces mutations pouvaient les impacter. Et donc, vous l'avez à travers ce tableau, on a remis toutes les mutations en ligne et toutes les familles de métiers en colonne. Donc, vous voyez que toutes les familles sont impliquées et sont impactées par ces mutations. J'en retiendrai quand même principalement 4 qui paraissent importantes, qui sont particulièrement impliquées. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion d'un organisme de formation. Donc là, on est vraiment sur les responsables d'organismes de formation. Ils sont particulièrement impactés par les mutations qu'on a pu identifier. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On a aussi tout ce qui est lié à l'ingénierie de formation. Là, pareil, hein, il y a beaucoup de choses qui viennent les percuter parmi les mutations qu'on a pu identifier, dont évidemment l'intégration des outils de conception digitale. On a les métiers formateurs et puis tout ce qui est aussi autour de la promotion, du marketing et du commercial, la commercialisation de l'offre de formation, qui sont vraiment voilà, les 4 grandes familles de métiers, en tout cas, qui ressortent particulièrement de nos investigations. Je vais revenir maintenant pour illustrer un peu mes propos et donner un peu de chair à ces impacts
Alors, on a fait dans l'étude un travail assez fouillé sur les impacts compétences. Là, j'en ressors seulement quelques-unes de manière un peu plus synthétique pour que vous ayez une idée de la manière dont ça a pu les impacter. Alors là, on se centre sur l'impact de l'intégration du digital dans l'ingénierie de formation, sur les différentes familles de métiers. Alors, si on se concentre sur les métiers liés à la gestion d'un OF, déjà, il y a évidemment tout un impact autour de l'acculturation digitale et le fait de demain, en tant que gestionnaire de formation, de devoir décider d'une stratégie numérique à suivre. Pas toujours forcément évident quand on n'a pas de culture numérique ou très faible, peu de connaissances des outils, des potentialités de ces outils. Donc là, vraiment un gros sujet qui a aussi amené en interne une politique du changement et accompagner la montée en compétences des collaborateurs. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est important, c'est avec quelles ressources financières, on l'a dit tout à l'heure, dans un contexte économique pas toujours forcément évident pour les organismes de formation, une ingénierie et un investissement dans cette ingénierie qui nécessite des moyens financiers parfois importants. Ça demande de la R&D, ça demande aussi des investissements dans du dur, hein, dans de l'équipement, du matériel, dans la formation des collaborateurs. Donc là, évidemment, un travail déjà important, un impact important pour les responsables d'organismes de formation. Après, derrière, si on peut mettre la focale aussi de l'impact du digital, c'est évidemment sur les métiers formateurs. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un besoin déjà dans l'ingénierie. Alors, ça va être ce niveau, ce curseur va varier en fonction de l'organisation des organismes de formation et selon qu'il y ait ou pas des métiers dédiés à l'ingénierie de formation au sein de l'organisme de formation. Et les formateurs vont parfois avoir une nécessité d'intervenir sur la conception de manière un peu plus légère. Mais elle l'impacte réellement. Ils ont besoin de se muscler sur le sujet, souvent en collaboration avec des personnes ressources. Après, derrière, au-delà de la conception des actions de formation, c'est aussi tout ce qui est pratique d'animation, formation, qui est fortement bouleversée. Il y a à maîtriser de nouveaux outils, comme on a un peu aujourd'hui avec ce distanciel, avec la gestion des apprenants, du chat, le fait qu'on puisse avoir de l'asynchrone, avoir des temps de suivi à gérer entre des sessions de formation collective en distanciel, des temps asynchrones de suivi plus individuels. Pas toujours évident à mettre en avant. Et puis tout ça dans un objectif de maintenir l'engagement de l'apprenant. Et ça, c'est pas non plus toujours évident. On l'a bien vu avec la crise sanitaire. Cet engagement, il n'est pas évident à maintenir, à sécuriser, d'autant plus avec des publics qui sont parfois pas forcément très au fait de ces outils numériques ou avec tout simplement un niveau d'autonomie qui n'est pas toujours très développé. Une autre famille de métiers qui est évidemment impactée par l'intégration digitale, c'est l'ingénierie de formation, les métiers liés à l'ingénierie. Alors eux sont particulièrement impactés parce que là, on est dans le cœur de leur métier, ils vont devoir s'approprier déjà les nouveaux outils en lien avec la conception et voir un peu leur potentialité, ce qu'ils peuvent faire ou pas, jusqu'où ils peuvent aller, quels sont les besoins. Généralement, il y a une progressivité dans le niveau de complexité. On ne part pas directement sur un serious game. Il y a une introduction qui se fait petit à petit, mais mine de rien, il y a des choses qui sont relativement importantes. Quand on parle d'outils, c'est aussi tout ce qui est outils de diffusion. Bon, là, on a beaucoup de choses. Il y a vraiment aussi, dans la conception même, tout ce qui va être scénarisation pédagogique. C'est évidemment, les pratiques sont fortement remises en question avec l'intégration du digital, du distanciel ou du mixte, du blended, mais en tout cas une scénarisation qui est souvent complètement à repenser quand on est du côté ingénierie de formation. Et puis évidemment, là, il y a une volonté et une nécessité pour eux de davantage travailler en réseau par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Généralement,
on ne travaille pas tout seul quand on travaille là-dessus. Et ça va être aussi de voir à quel moment j'ai recours à des partenaires externes pour travailler mon contenu de formation. Est-ce que j'ai besoin de compétences numériques spécifiques? Là, pareil, ça fait développer du travail avec d'autres acteurs qui sont davantage spécialisés sur le numérique. Et ça peut aussi, ça fait développer aussi en interne la collaboration avec les collaborateurs qui sont vraiment sur l'animation des formations. Enfin, pour terminer, les métiers liés à la commercialisation, là aussi, l'intégration digitale, c'est un impact extrêmement important qui n'est pas souvent le plus mis en avant. C'est qu'on a des commerciaux qui vont devoir vendre une offre de formation qui a fortement évolué. Il va falloir déjà s'approprier ces outils-là, mais aussi pouvoir les expliquer, répondre à des questions de premier niveau aux clients. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça nécessite de pouvoir notamment ajuster tout ce qui est argumentaire de vente, de trouver un peu la manière de pouvoir en parler et de faire évoluer aussi les représentations qu'il peut y avoir ou les freins, les limites qu'il peut y avoir par rapport, encore maintenant, par rapport aux formations à distance digitalisées de la part des clients potentiels. Une autre illustration pour vous parler des impacts sur les familles de métiers, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion d'un organisme de formation. La slide est relativement parlante, je pense, en tant que telle, mais c'était vraiment pour montrer à quel point, aujourd'hui, l'équation à résoudre pour un responsable d'organisme de formation est complexe. Il y a à avoir une réflexion d'ordre économique, c'est déjà, au regard de tous ces changements, comment je réinterroge mon modèle de développement, ma rentabilité, ma stratégie, mon positionnement marché. Après, derrière, il y a vraiment la définition notamment d'une stratégie de digitalisation, on l'a évoqué tout à l'heure, et une stratégie aussi de développement des compétences, et une stratégie RH. C'est qu'est-ce que je fais, comment je développe en interne des compétences, lesquelles je vais devoir chercher à l'externe, lesquelles j'internalise. Est-ce que je recrute? Est-ce que je fais évoluer les compétences de mes personnels en interne? Donc, il y a des choix à faire qui sont extrêmement importants et qui vont innerver notamment la politique partenariale. Et puis, des choix aussi en termes de qualité et de positionnement ou pas sur le CPF, Calliope. Donc, autant de questions et une quadrature du cercle, pas toujours évidente dans une période quand même de forte instabilité qui a eu lieu avec la crise sanitaire et un marché qui a été quand même fortement bouleversé pendant plus d'un an et demi et là qu'il est encore un petit peu, mine de rien. Merci Julien. Pour rebondir sur vos propos, dans le cadre des ateliers que vous avez menés pour faire cette étude, vous nous avez précisé au départ que vous étiez appuyé sur un panel d'organismes de formation. Comment avez-vous fait pour les sélectionner? De quelle façon avez-vous ou pas souhaité que ce panel soit représentatif du secteur au niveau de la région Hauts-de-France? Et quels interlocuteurs autres que les organismes de formation ont également participé à ces travaux pour pouvoir arriver sur les résultats, sur l'identification de ces mutations et de ces impacts? Alors, on a travaillé, on a identifié ces organismes de formation avec Acto, le CINOVDES, les acteurs de la compétence. C'est en nous appuyant donc sur les membres du comité de pilotage qu'on a pu identifier les organismes de formation qui allaient être mobilisés dans la suite de l'étude. Après, derrière, on s'est attaché aussi à avoir une diversité
une diversité de positionnement marché, avoir des organismes de formation qui sont positionnés sur la commande publique, d'autres davantage sur la commande privée, avoir évidemment aussi une diversité en termes de positionnement sur des secteurs, sur le type de public visé, entre évidemment des publics peut-être plus bas niveau de qualification, une offre de formation préqualifiante ou une offre de formation un peu plus pointue destinée à des publics plus qualifiés. De taille, évidemment, parce que taille, qui dit taille dit structuration métier, et donc c'est important pour nous d'avoir une diversité aussi là-dedans. Donc, au final, ça a été un peu tous les critères qui ont été pris en compte pour, avec les partenaires, identifier des organismes de formation partie prenante dans la démarche. Après, dans les acteurs qu'on a mobilisés autres que les organismes de formation, on a évidemment mobilisé la DRETS, on a travaillé aussi avec, on a interrogé les conseils régionaux, Pôle emploi, le conseil régional, Pôle emploi, le CARIFOREF, on a été aussi sur, je pense que c'est, alors je ne sais plus, on a été aussi sur l'AGFIP, on a vraiment essayé de brasser un maximum de parties prenantes côté financeurs de la formation. Donc, et on a interrogé aussi, on s'est appuyé sur les acteurs qui animent le contrat de branche. C'est une spécificité en Hauts-de-France, c'est qu'il y a un contrat de branche qui a été signé sur le secteur de la formation et avec une implication des partenaires institutionnels dans la démarche, ce qui nous a permis aussi de brasser relativement large dans les personnes qu'on a pu interroger. Quand vous dites contrat de branche, c'est-à-dire c'était une démarche en parallèle de l'étude. Quel était l'objet de ce contrat? Non, c'est le conseil régional avec les acteurs de la formation en Hauts-de-France qui ont identifié le secteur de la formation comme un secteur sur lequel intervenir, comme d'autres secteurs économiques, et pour lequel il y a une démarche partenariale et une volonté de mutualiser les moyens, d'avoir une réflexion commune pour engager des actions concrètes. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait le point sur ces mutations, sur leurs impacts, quels ont été les objets de ces ateliers? Est-ce que des enjeux ont été identifiés? Est-ce que des sujets particuliers ont émergé, des solutions ont été échangées dans le cadre de ces travaux? Oui, on a travaillé sur 6 enjeux qui ont été, 6 enjeux ont particulièrement été distingués. Alors, je voulais revenir sur les 6 en particulier, mais ces 6 enjeux ont donné lieu après, dans la réflexion qui s'appuie sur les travaux, on a développé des pistes d'action en lien avec ça. Il y en a un autour déjà du cadre existant. Il est important cet enjeu parce que on a tendance, c'était une volonté des acteurs de dire les organismes de formation doivent faire face, doivent évoluer, mais ils ne peuvent pas évoluer si le cadre dans lequel ils s'inscrivent n'évolue pas lui-même. Et là, c'était tout ce qui pouvait être autour des pratiques, notamment des financeurs, en termes de pratiques d'achat, et aussi aux contraintes qui pouvaient peser sur eux par rapport on l'évoquait tout à l'heure, sur la manière d'acheter et de rémunérer les organismes de formation, notamment avec le coût horaire. Donc là, on était vraiment sur une volonté de mettre en avant et d'agir là-dessus. Il y a un deuxième enjeu qui paraît vraiment important à prendre en compte, c'était tout ce qui était la mise en place de conditions nécessaires à une intégration réussie du digital dans l'offre de formation des organismes de formation. Quand on dit ça, il y a vraiment un enjeu actuellement
de structurer une stratégie et une organisation pour déployer le digital. Et là, derrière, ça va être une question de moyens et aussi de dispositifs, d'interlocuteurs sur lesquels les organismes de formation peuvent s'appuyer pour développer et intégrer le digital. Donc, c'était une réflexion à la fois sur quel acteur je m'appuie, mais aussi avec quels moyens, quel investissement financier et qui m'aide pour assumer cet investissement financier que représente l'intégration digitale demain. On avait aussi un troisième enjeu qui était autour de la mise en réseau des organismes de formation. Là, il y avait une incitation forte de la part des commanditaires, on le notait tout à l'heure, à aller et à répondre à des appels à projets. On l'a vu avec le PIC, le pacte, les pactes en région, de plus en plus d'appels à projets, parce qu'on veut aussi faire évoluer l'offre de formation, susciter l'innovation. Et là, derrière, ça pose aussi des questions sur demain, et même aujourd'hui, comment les organismes de formation travaillent ensemble, répondent en commun pour répondre à ces appels d'offres, mais aussi tout simplement comment les organismes de formation arrivent à mutualiser leurs connaissances, leurs compétences et parfois même aussi certains postes, on y pense, on le voyait tout à l'heure, beaucoup de compétences en évolution. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un axe à creuser autour de la mutualisation entre organismes de formation sur certaines compétences clés pour le développement de demain des organismes de formation? Un quatrième enjeu qui est autour de l'offre de formation. Et là, c'était vraiment s'assurer à travers nos travaux, et là on travaillait notamment avec Acto sur le sujet, que l'offre de formation qui est actuellement à disposition puisse permettre de bien répondre aux enjeux qu'on a pu identifier en termes d'intégration du digital dans l'ingénierie de formation, mais aussi, par exemple, à d'autres familles de métiers comme l'ingénierie, la promotion, le marketing, le commercial. C'est vraiment voir aujourd'hui de quelle manière l'offre de formation, notamment l'offre de formation collective, peut arriver à répondre à ces besoins de développement, d'acculturation des organismes de formation dans ces différents métiers pour répondre à ces enjeux qu'on a pu identifier tout à l'heure. On a un cinquième enjeu qui est autour de l'acculturation et de l'accompagnement des OF à développer leur positionnement sur l'apprentissage, sur la qualité et sur le fait de rendre éligible leur offre au CPF. Il y a vraiment un enjeu important là-dessus. Ce n'est pas toujours forcément évident pour beaucoup d'organismes de formation qui sont positionnés sur l'apprentissage de pouvoir répondre aux besoins en compétences que cela nécessite. Et quand on est sur le CPF aussi, rendre éligible son offre au CPF, c'est quelque chose de pas toujours évident pour beaucoup d'organismes de formation, alors que c'est devenu un enjeu parfois vital pour leur survie. Donc là, pareil, c'est voir de quelle manière on appuie demain les organismes de formation pour faire face à ces obligations et comment on les aide à répondre aux exigences qui sont posées par ces nouvelles, ces nouveaux passages, ces nouveaux impératifs qui leur sont posés, qui sont une question de survie de marché. Enfin, un dernier point, un dernier enjeu qui se situe autour de l'accompagnement des organismes de formation à faire face à l'intensification de la concurrence. Là, on a vraiment aujourd'hui une multiplication d'acteurs, je le disais tout à l'heure, qui nécessite de poser la question pour l'organisme de formation de son positionnement marché. Dans un contexte aussi où on a une raréfaction de certains financements, je parlais de la fin des fonds mutualisés pour les entreprises de plus de 50, c'est quelque part aussi demain
comment les organismes de formation, comment on appuie les organismes de formation pour repenser toute leur stratégie de développement et comment aussi on accompagne leur développement commercial pour permettre cette visibilité qui devient un enjeu majeur avec l'émergence de nouveaux marchés comme le marché particulier. Merci Julien. Au regard de ces différents enjeux et donc des propos que vous nous avez partagés, j'ai une question qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est principalement, on a l'impression de ce qui ressort de cette étude, c'est que les enjeux clés mettent un peu de côté le cœur de métier, les formateurs, au niveau de toutes ces mutations. Est-ce que lorsque les organismes de formation se sont réunis dans le cadre des ateliers, ce constat a été fait qu'au-delà du cœur de métier d'un organisme de formation, il y avait effectivement des enjeux à se diversifier ou du moins à monter en compétence sur d'autres fonctions qui deviennent à ce jour aussi importantes que la fonction de formateur en entreprise. Alors, je crois que j'ai dû la mettre tout à l'heure dans les familles de métiers les plus impactées. En tout cas, les formateurs sont évidemment particulièrement impactés par tout ce qui se passe dans leur pratique. Ça vient fortement les perturber, en tout cas à faire remettre en question des pratiques qui étaient parfois inscrites depuis de nombreuses années. Mais après, ce qui est intéressant, et en tout cas c'était aussi un des objets de l'étude et de ce qu'a montré les investigations, c'est qu'aujourd'hui, on a une importance assez marquée des mutations en cours par rapport aux impacts que ça peut avoir sur les autres familles de métiers. Et quand même, ces métiers liés, par exemple, au marketing digital, au commercial, dans un contexte de forte concurrence, de place de plus en plus accrue d'Internet, du numérique, du distanciel dans les comportements, l'achat de formation, fait que tout le monde est embarqué au sein d'organismes de formation. Donc, il y a des familles qui sont quand même plus impactées, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un défi à pouvoir emmener absolument toutes les familles de métiers au sein d'organismes de formation pour faire face à ces mutations. D'accord. Alors, on a une question ou plutôt une remarque dans le chat que je partage avec vous. À ce jour, le cadre existant évolue peu, notamment les pratiques des financeurs restant très contraignantes. Politique d'achat et de rémunération des organismes de formation. Pourtant, la norme Calliope doit s'appliquer à tous les organismes de formation. On arrive à une normalisation extrême des offres de formation, ou du moins de leur référencement, par exemple pour le CPF, pour ceux qui n'ont pas de pratiques commerciales, enfin qui ont des pratiques commerciales douteuses, qui est également difficilement compatible avec le marché B2C. Comment concilier l'équation ? C'est compliqué, c'est évident, on le disait tout à l'heure, hein, il y a vraiment une forte tension aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même actuellement une réflexion des financeurs par rapport aux pratiques d'achat. On est bien positionné, nous, au sein du cabinet, parce qu'on travaille notamment dessus. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on peut se dire qu'il y a une prise de conscience et une volonté vraiment de faire évoluer les pratiques d'achat côté financeur pour permettre de répondre aux enjeux d'évolution de l'offre de formation. Donc, après, c'est toute une question de temps. Combien de temps tout ça va prendre? Et une question aussi d'appui qu'il peut y avoir auprès des organismes de formation sur cette période de transition pour permettre de faire face aux évolutions nécessaires et tout en les pérennisant et les sécurisant.
Merci Julien. J'espère que ça aura répondu à la question. Bénédicte, est-ce que vous souhaitez nous partager votre expérience en tant que DRH d'organisme de formation sur ce constat et sur cette question partagée et sur les éléments de réponse apportés par Julien à l'instant? Moi, je voudrais souscrire à beaucoup de ce qui vient d'être déposé par Julien, et notamment du point de vue de l'impact sur les métiers, c'est-à-dire que au-delà de la filière cœur de métier qui est la nôtre, donc formation, animation, ingénierie de formation, on voit l'ensemble des métiers être impactés. C'est-à-dire que les pratiques formatives sont impactées, donc nos métiers de formateurs le sont. Nous le sommes aussi sur les métiers de l'administration de la formation, que ce soit sur le conventionnement de l'apprentissage, de l'alternance ou des marchés publics ou du marché B2B, voire B2C. Tous les métiers, y compris les métiers dits support, sont fortement impactés par la certification professionnelle, c'est-à-dire notre référentiel qualité, impactés aussi par l'introduction, peut-être à marche forcée pour certains, d'outils de la digitalisation de nos métiers, parce que je rappelle que la digitalisation, c'est à la fois ce qui conduit nos métiers formatifs, mais aussi administratifs. On voit tous les métiers, enfin toutes les filières et les métiers être impactés, et notamment la commercialisation, les métiers du marketing et du commercial. Le Covid, et peut-être j'anticipe, Maëlle. Oui, tout à fait, Bénédicte, parce donc que je ne vais pas une autre question à vous poser à tous les deux. Dans le cadre des mutations que vous nous avez présentées, Julien, tout à l'heure, vous parliez de l'émergence d'une nouvelle concurrence dans un contexte de forte mutation. De la même façon, dans le cadre des ateliers que vous avez tenus avec les organismes de formation, lorsqu'on parle de nouvelle concurrence, est-ce que vous avez une vision plus ou moins élargie de cette concurrence, ce qui me permettra de passer aussi la parole à Bénédicte pour qu'elle nous partage cette vision de la nouvelle concurrence, ou du moins de comment elle est perçue en tant qu'opérationnelle sur le terrain? Oui, cette concurrence, enfin cette nouvelle concurrence, on a pu la voir surtout avec l'impact de l'exigence de la part des commanditaires de digitaliser l'offre de formation. Donc derrière, on a vraiment aujourd'hui de nouveaux acteurs qui peuvent se positionner, notamment ceux qui viennent du monde du numérique et qui développent une offre de formation qui vient frontalement en concurrence avec les acteurs plus traditionnels dans ce qu'on a pu relever. C'est quelque chose qui est encore en émergence, mais qui est en fort développement dans ce qu'on a pu voir. Merci Julien. Bénédicte? Oui, ces concurrents-là sont arrivés de façon plus massive sur le marché. Nous pouvons penser aussi à d'autres secteurs tels les langues qui peuvent être littéralement impactés par une ouverture d'un marché, et sur d'autres thématiques formatives comme la bureautique. Nous voyons arriver une concurrence, je veux dire, qui dépasse nos frontières. Et ça, le marché semble un peu chahuté par cette offre de formation qui peut, en certains endroits, être salutaire, mais qui bouge les lignes, de l'offre de formation de certains OF traditionnellement et historiquement sur ce marché. On a aussi des jeux de concurrence au-delà de la compétence numérique avec laquelle arrivent
les organisations auxquelles vous faisiez référence, Julien, on a aussi en d'autres endroits une concurrence qui se renforce peut-être dans le cadre de la libéralisation, hein, vous l'avez signifié tout à l'heure, hein, donc conséquence de la loi Avenir professionnel, libéralisation sur l'apprentissage, mais aussi sur d'autres dispositifs et thématiques. Merci Bénédicte. Pour faire suite donc, à tous ces échanges, comme on l'a précisé au départ, cette étude a été menée avant la crise Covid. Une question s'impose d'elle-même à aujourd'hui. Quid de ces impacts, de ces mutations, de ces enjeux avec la crise Covid? Alors, c'est évidemment des questions qu'on s'est posées assez vite. Il n'y a pas eu forcément de nouvelles mutations qui sont apparues avec la crise sanitaire. Ça a été le constat qu'on a pu faire. En tout cas à l'époque, même si on manquait un peu de recul, on a été davantage sur une amplification des mutations existantes. Et typiquement, l'intégration du digital, la volonté de renouveler l'offre de formation en y intégrant les potentialités du digital, ça a été une mutation qui a pris une toute autre ampleur après la crise sanitaire où tout le monde a dû y aller à marche forcée. Donc, en tout cas, je parlerai de crise sanitaire, en tout cas un effet crise sanitaire qui vraiment s'est résumé, enfin qui a souvent été ouais, un révélateur, en tout cas un amplificateur de phénomènes existants. Merci Julien. Bénédicte, il me semble, si je ne me trompe pas, que la branche des organismes de formation a participé effectivement avec son OPCO Acto à une étude plus large que le périmètre de la branche, mais avec d'autres branches professionnelles, pour justement étudier les impacts de la crise Covid sur le secteur et sur ces autres secteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je vais, Maëlle, vous en dire un peu plus. Donc, concernant cette étude qui a concerné, comme vous le soulignez, donc d'autres branches que celle de la branche des organismes de formation, puisqu'il s'agissait de couvrir quasi l'entièreté des branches qui sont au sein d'Acto. Donc, une étude a été conduite, alors postérieurement à celle dont Julien restitue donc les résultats. Donc, une étude qui a porté sur plusieurs branches. Je vais me permettre d'être un peu auto-centré ou brancho-centré pour vous en dire plus de la synthèse de cette étude sur les acteurs de la formation professionnelle. Et donc là, il s'agissait bien d'un questionnaire qui a été passé à non loin de 1500, enfin nous avons eu 1500 répondants, 1488 je crois de mémoire, et il s'agissait de questionner les organismes de formation sur les impacts de la crise sanitaire, tout en questionnant aussi les répondants sur l'avant-crise, et c'est pourquoi avec ce que décrit Julien, on retrouve des éléments communs et c'est extrêmement rassurant, j'ai envie de dire presque intellectuellement, de se retrouver avec des résultats qui mettent en exergue ce que Julien vient de dire. C'est une accélération, en fait, de mutations qui étaient déjà enclenchées, soit dans le cadre de la loi Avenir professionnel, donc on a parlé de la certification, on a parlé de l'accélération aussi et de financements différents d'avant la loi, on a parlé de la libéralisation du marché de l'apprentissage. Il y avait déjà tous ces signes. En matière de digitalisation, il y avait aussi tous ces signes et ces impacts sur les métiers qui avaient été relevés. La crise sanitaire, et puisque nous y sommes encore dedans,
a fait sans doute pour beaucoup d'entre nous, a marqué une accélération extrêmement forte, notamment sur toutes ces modalités formatives en matière d'animation, que ce soit le distanciel, l'hybride, le synchrone, l'asynchrone. Nous y sommes allés, j'associe tout le monde à cela, pour beaucoup à marche forcée, hein, c'est le terme qui a été utilisé par Julien, comme beaucoup d'entre nous sont allés à marche forcée sur le télétravail, sachant que le secteur est très divers et diversifié, puisque pour qui ça importe, les 70 000 salariés ou les plus de 7 000 entreprises de la branche professionnelle, nous en avons 80% qui sont des TPE. Donc ça a bien été introduit par Julien dans le cadre de l'étude en Hauts-de-France, que nous avons une vraie diversité du comportement, y compris marketing ou de pratiques formatives, selon le périmètre de l'entreprise et aussi, bien évidemment, le marché ou les segments des organisations que sont les nôtres. Donc, la crise sanitaire est venue renforcer certaines mutations déjà enclenchées depuis quelques années et révéler des zones sans doute de vigilance pour nous tous, y compris d'ailleurs chez les personnels d'e-support. J'y reviens, c'est-à-dire que nous devons être très très vigilants sur la montée en compétences ou l'adaptation de nos compétences. Ça aussi, ça a été dit par Julien, d'avoir une vraie stratégie RH entre les nouvelles ressources à internaliser, celles dont il faut monter les compétences aux fins de répondre à ces changements de pratiques professionnelles avec l'introduction de la digitalisation, entre autres, et de tous les outils que nous utilisons, un renforcement de ce qui était déjà révélé depuis quelques petites années. Le Covid est venu vraiment accélérer ce processus déjà bien enclenché pour nos organisations. Merci Bénédicte. Dans le cadre de cette nouvelle étude d'impact Diagactive, il me semble que 4 grands leviers d'action ont été déterminés pour la branche. Est-ce que vous pouvez nous partager ces 4 leviers et nous dire comment la branche s'en est saisie depuis qu'ils ont été identifiés? Alors en effet, la branche donc qui a comme interlocuteur et qui s'appuie bien évidemment sur son OPCO Acto, s'est saisie de ces observations pour renforcer sa demande, y compris à l'égard d'Acto, de données pour bien maîtriser quels peuvent être les besoins de nos organisations pour nos compétences. Donc des données parce que nous pouvons, je ne vais pas rentrer dans le détail, autrefois la branche des organismes de formation n'était pas rattachée à un OPCA, donc nous pouvions, on accompagne aussi ce que vivent les OPCO, nous notre branche OF, nous avons une action donc qui est en cours de négociation, puisqu'il s'agit de la rédaction d'un accord PROA pour nos ressources. Donc nous sommes en négociation avec les organisations syndicales et l'ensemble des organisations patronales de la branche professionnelle pour soutenir la promotion et l'accompagnement de la montée en compétences ou
en promotion de nos ressources sur les thématiques de la digitalisation, sur des thématiques relevant aussi, et je le dis, de ce qui relève de notre filière animation, hein, parce que bien évidemment, le métier de formateur, et ça a été dit, est très impacté. Il n'est pas le seul à être impacté. C'est vraiment ce qui ressort de l'ensemble des études et de celles-ci. Voilà ce que je peux vous dire, Maëlle. Donc, des travaux en cours, au-delà des études que nous conduisons et de la participation donc à mieux nous connaître, y compris dans nos besoins au niveau collectif. Donc, bientôt, la livraison, nous l'espérons, d'un accord PROA qui permettra à la branche d'accompagner ses besoins en montée en compétences, entre autres. En complément de cet accord qui est en négociation, il me semble aussi qu'il y a eu l'année dernière la conclusion d'un accord très structurant pour la branche. Une nouveauté, puisqu'effectivement, avec le passif de notre branche, comme vous l'avez exprimé, il n'y avait pas auparavant d'accord sur la formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la déclinaison de cet accord et des actions qui sont menées pour justement accompagner les salariés et les entreprises à promouvoir leurs compétences ? Oui, donc comme vous le disiez, Maëlle, jusqu'alors la branche n'était pas équipée d'un accord formation pro pour ses propres ressources. Je tiens à introduire tout cela parce que vous savez que la branche formation, c'est à la fois, donc je le redis, plus de 7000 entreprises, plus de 70 000 salariés, mais c'est aussi un acteur essentiel dans le système de la formation en tant que prestataire de formation, et que la branche s'est saisie de ce rapprochement d'avec Acto pour conduire des ambitions qui se traduisent dans un accord de formation. Une des traductions, et je l'ai dit précédemment, c'est donc un accord PROA, et puis d'autres traductions sur l'apprentissage et sur des dispositions à l'égard de certains publics, et un accompagnement aussi renforcé et des engagements sur le renforcement du tutorat. Nous sommes au début, Maëlle, comme vous le savez, des déclinaisons de cet accord. Et dans cet accord, des mesures de participation via une contribution conventionnelle qui va permettre d'apporter des fonds conventionnels et de renforcer, ce qui a été dit aussi par Julien, des accès à des fonds mutualisés qui ont été perdus dans le cadre de la réforme. Donc, les partenaires sociaux ont pris des engagements sur une contribution conventionnelle en sus du légal qui va permettre de nourrir des fonds dans lesquels les organismes de formation pourront aller puiser pour former leurs salariés, leurs effectifs. Merci Bénédicte. Je me permettrai de compléter votre propos avec également d'autres grands axes développés dans l'accord formation. C'est également tout à l'heure on parlait de mutualisation des compétences. Vous nous avez dit, Julien, qu'effectivement dans le cadre des ateliers, il y avait cette récurrence de besoin de mutualiser les compétences. La branche s'en est saisie également avec des travaux sur les actions collectives et une réflexion qui est ouverte également sur l'identification et la construction d'actions collectives métiers, cette fois-ci, puisque au niveau d'Acto, sur tout ce qui est transverse, on s'associe effectivement à l'existant, mais les partenaires sociaux tiennent effectivement à pouvoir que ce soit régionalement ou nationalement, pouvoir développer des actions collectives vraiment cœur de métier
pour pouvoir accompagner et mutualiser à la fois les ressources et les compétences sur ce cœur de métier. Depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de digitalisation. Je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre en avant donc, une démarche de la Fédération Les Acteurs de la Compétence, initiée en 2017 à travers un projet spécifique. La Fédération donc, accompagne les entreprises de formation à la transformation digitale. Donc, les objectifs de ce projet, c'est bien de sensibiliser les dirigeants et les accompagner dans les définitions de leur stratégie de digitalisation. Donc, on se place bien en amont de la réflexion avec un accompagnement, des recommandations, des plans d'action. L'axe fort, c'est le cofinancement donc, de ces prestations avec un cofinancement par la Caisse des dépôts. Et la possibilité également pour l'organisme de formation de choisir le prestataire de son choix, le conseil de son choix pour se faire accompagner dans cette démarche. L'accompagnement est donc ouvert à toutes les entreprises de formation de plus d'1 salarié, qu'ils soient adhérents ou non à notre fédération, les acteurs de la compétence. Et donc cet accompagnement qui a le soutien financier de la Caisse de dépôt, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le programme d'investissement d'avenir. Donc c'est un programme important que la Fédération effectivement promeut afin de pouvoir accompagner les entreprises dans leur stratégie de digitalisation. Digitalisation qui semble être un impact transverse sur de nombreux secteurs, mais en particulier celui de la formation, au regard notamment des évolutions qui ont été le fruit de cette crise sanitaire qui a impacté largement notre branche. Eh bien, écoutez, il nous reste quelques minutes. Je vous invite à nous poser des questions via le chat. Je n'en vois pas plus à cette heure. Ce qui va peut-être nous inviter à conclure. Julien, Bénédicte, est-ce que vous auriez un autre élément à partager avec l'assistance? Si je vous dis un mot pour conclure, Julien. Un mot pour conclure, c'est aujourd'hui, pour les organismes de formation, en tout cas, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se développer. On parlait de l'enjeu autour de l'intégration du digital. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui sortent. Alors, on a parlé du PIDA digital, de l'appui proposé qui a été développé pour les organismes de formation. Il y a aussi pas mal de conseils régionaux qui ont développé des dispositifs spécifiques. La volonté du Haut Commissariat d'investir là-dessus. Donc, voilà, soyez vigilants. Il peut y avoir des dispositifs intéressants dans vos régions qui peuvent vous appuyer. Puis il y a aussi évidemment les appuis conseils RH Acto qui peuvent vous appuyer aujourd'hui pour faire face à ces enjeux de développement. Donc voilà, ce serait ça mon mot de la fin, c'est que soyez attentifs. Il y a beaucoup de choses quand même qui existent, ces enjeux. Il y a une prise de conscience des acteurs pour faire face à ces enjeux et potentiellement pas mal de choses pour vous appuyer à faire face. Merci Julien. Bénédicte. Et moi, je rajouterais juste une petite touche, j'ai envie de dire, humaine et sociale à tout ce qui vient d'être dit. Restons attractifs pour qui voudrait rejoindre la formation. De nombreux métiers, de nombreuses compétences, y compris en plein développement. C'est notre devoir de maintenir un haut niveau d'exigence pour nos clients, mais aussi pour nos propres ressources.
Bien, écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, je conclurai sur le mot attractivité. Effectivement, c'est aussi une longue et très importante thématique partagée par de nombreuses branches, comment rendre attractifs ces métiers. D'autant que la crise sanitaire a aussi redistribué les cartes de ce côté-là, et avec notamment la digitalisation, comme elle revient souvent sur le devant de la scène, rebalayer également les priorités de chacun au regard des formes de travail. On parlait de télétravail également tout à l'heure, les possibilités d'exercer son métier. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux de vos interventions. Je remercie chacun des participants qui nous ont suivis sur le cadre donc, de cet atelier. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et nous mettrons à disposition donc, les supports via Centre Info à l'issue de cet événement. Bonne journée à tous. Merci Maëlle, merci Julien, à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci à vous.